Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la troisième saison de What is Love. Je suis Aïssata Moi, Meggy. et nous sommes très contentes de venir vers vous avec le premier, en quelque sorte, vrai épisode de la saison, donc la première histoire de cette saison. Et beaucoup de nouveautés aujourd'hui, en fait, parce qu'au-delà du fait qu'on va vous donner une histoire, on va aussi inaugurer notre nouvelle rubrique qui est la Ligue anti-sorcellerie. En tout cas, on vous attend dans cette ligue. Je vais vous réexpliquer comment ça se passe. Alors, on a un lien dans notre bio What is Love tiré d'en dessous podcast. En fait, vous pouvez nous envoyer vos histoires, n'importe lesquelles, n'importe quel sujet, seulement que ce soit autour de l'amour, et nous raconter un dilemme, une expérience que vous voulez partager, et on les lit. C'est 100% anonyme, 100%. Et quand je dis 100% anonyme, je veux dire que même quand on les reçoit, on ne sait pas ça vient de qui. Et donc, ouais, vous nous envoyez vos situations, vos dilemmes, etc. Et nous, on va vous servir j'ai envie de dire, on va être vos amis hein, dans le processus. On va vous aider à déconstruire peut-être la situation, sans être des expertes, bien sûr. Ouais, Mais bon, ça fait toujours du bien d'avoir une opinion neutre quelquefois. Et là, on peut pas faire plus ouais, neutre que ça, surtout qu'on ne sait pas c'est qui a envoyé le truc. ah, Donc, on ne peut pas ça. dire on n'est pas impartial. Ouais, 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 effectivement. Et aujourd'hui, ben, du coup, on en a reçu un dilemme. C'est le suivant. Je suis dans une relation et je vais bientôt me marier. Malheureusement, j'ai une meilleure amie depuis plus de 5 ans. Elle a développé de la haine envers ma fiancée et je ne savais pas pourquoi. J'ai récemment découvert qu'elle avait des sentiments pour moi. Le Hmm. dilemme est que je ne peux plus entretenir cette amitié car elle n'est plus saine. Je songe à mettre fin à notre amitié, mais c'est assez triste car je la considérais vraiment comme ma meilleure amie. Non, c'était sa meilleure amie. C'était sa meilleure amie Pro Max. C'était... Ouais. Oh my God. Oh, mais c'est dommage. J'ai Non, c'est l'impression que vraiment dommage. ça confirme trop les trucs des gens qui disent que ouais, les amitiés hommes-femmes, c'est pas possible et tout, parce que t'en as toujours un qui a des sentiments. J'allais dire Euh, ça, ouais. je n'y crois pas, by the way, au fait que c'est pas possible. Non plus. Mais c'est vrai que ça peut être très ambigu. Moi non plus, mais effectivement, ça, oui, ça n'aide pas le cas, comme tu le, comme tu le Ça, dis. ça n'aide pas la cause du À tout. ça, Euh, Elle a moi, développé de la je haine envers dirais, ma fiancée. C'est fort, ça, quand même. ouais, justement, la haine envers ta fiancée, je pense que c'est mieux que vous allez... Laissez-vous, laissez-vous. Parce Ouais. qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va vouloir faire après, une fois que vous serez mariés, en fait. Je ne sais pas. C'est là où tu vois, j'aurais aimé avoir la personne en face de moi et demander aussi, mais du coup, est-ce que toi, tu as déjà même eu des sentiments pour cette meilleure amie ou pas? Mais je suppose que qui a eu des sentiments ou pas dans le passé, si la personne est prête, la personne est prête, pardon, à se marier avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que il n'y a pas assez de sentiments avec la meilleure amie ou ça n'a jamais été des sentiments romantiques, je ne sais pas. Mais je pense que c'est la réalité, hein. Malheureusement, en choisissant de se marier, de se mettre en couple avec quelqu'un, ça veut dire que quelquefois, il faut dire au revoir à d'autres relations, en fait. Oui, totalement. Et Et je donc, me dis même que pour sa fiancée, qui va peut-être sentir cette tension-là, je pense que c'est pas sain, en fait. À mon humble avis, je pense que ça, si ça crée des tensions en plus dans ton couple, euh, tu vas peut-être vouloir voir ta meilleure amie moins souvent et bon, je me dis que si des fois même tu vas devoir te cacher pour aller voir la meilleure amie parce que ça met ta fiancée aussi mal à l'aise si elle ressent ces tensions, puisque clairement tu nous dis que ta meilleure amie a développé de la haine pour ta fiancée, on ne sait jamais quel environnement ça crée. C'est pas la peine. C'est compliqué, je pense. moi, je Euh, pense qu'aussi, aussi drastique que c'est, même avant d'arriver dans les affaires de ma meilleure amie a des sentiments pour moi ou quoi que ce soit, en vrai, si tu as des amis qui sont pas capables de respecter la personne avec qui tu es en couple, tu dois malheureusement réévaluer ces amitiés-là. Ou réévaluer, peut-être pas l'amitié dans son intégralité, mais peut-être réévaluer vos rapports, vos relations, la fréquence à laquelle vous vous voyez et tout. Parce que si c'est la personne avec qui si tu as choisi d'être avec quelqu'un en couple, que tes amis aiment la personne ou pas, j'ai l'impression que la moindre des choses, c'est de lui devoir le respect. le respect, ouais, totalement. Totalement. Je peux comprendre que si tu es en couple et que ton partenaire a merdé quelquefois avec le temps, tes amis vont peut-être mal parler de cette personne ou tes amis vont être froids D'accord. avec Ouais, cette ouais, personne. Mais ouais. bon, dans ce cas-là, j'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe. Et donc, si tes potes sont pas capables de respecter ta partenaire, il faut revoir, hein. En fait, il faut voir qu'est-ce qui est important pour toi. Mais si ta partenaire est importante pour toi, you have to
il faut malheureusement couper. Et c'est chaud parce que je me demande, en lisant le truc, j'arrêtais pas de me demander, est-ce qu'il y a un monde dans lequel on peut se dire que tant que la personne qui nous a écrit et sa meilleure amie parlent de ce qui se passe et qu'ils parlent de ça à cœur ouvert, est-ce qu'ils peuvent continuer d'avancer dans cette amitié? Est-ce que c'est possible? Si il dit, écoute, moi, je comprends que tu ressens des choses pour moi, mais moi, je ne ressens pas de sentiments romantiques pour toi et j'aimerais que tu Mhm. respectes ma fiancée. Est-ce que c'est même possible En tout que... cas, je me mets à la place de la fiancée. It's a no for me. It's a no for me parce que on ne sait jamais, surtout si, bon, c'est ta meilleure amie et qu'elle se dit que, OK, pour ne pas te perdre, je vais faire ce que tu as envie tu me dis de faire. Et puis, 2, 3 mois plus tard, la meuf retente un truc ou tente un truc, puisque bon, on nous dit pas qu'elle a tenté quelque chose. Moi, ça va me mettre un peu en, même si c'est pas, je fais confiance à mon gars, je vais être mal à l'aise à chaque fois qu'il doit aller voir sa meilleure amie. Mais par contre, je suis à 1 million % d'accord avec toi quand tu dis que quand il y a manque de respect de son ou sa partenaire, il faut vraiment savoir choisir et savoir qui on laisse. Ouais. Mais je pense que ça peut devenir délicat quand... Parce que là, c'est facile si tu as une amitié un peu en aparté, du coup, avec ta meilleure amie, et puis c'est juste une amitié à deux. Mais si ça est maintenant une affaire où cette meilleure amie-là fait partie d'un groupe d'amis, ça devient Mm, maintenant difficile mm, de couper carrément l'amitié avec la personne parce que, sauf si tu dis, ouais, je coupe tous les liens avec mon groupe d'amis, ça c'est chaud quand même. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ça devient délicat parce que tu vas devoir, enfin, il y aura des contextes où vous allez tous être ensemble, quoi. Donc, je pense que même si l'amitié sera coupée, je pense qu'il est important d'en parler. Et c'est pas Ouais. des conversations qui sont faciles à avoir, mais je pense que souvent c'est important de mettre les mots sur les choses. Et c'est paradoxal parce que moi, j'aime pas les conversations difficiles en amitié, Same. surtout En, pour ce en genre de conversation sujet. difficile en tout. Oh, ça me C'est stresse. chaud. Mais je Mm. pense qu'il faut un moment où ils vont se poser et puis il va dire, écoute, parce que je sais pas comment il sait que la fille a des sentiments pour lui, mais dire que, Ah. écoute, s'il veut même pas rentrer dans les sentiments, j'ai remarqué que tu es comme ci, comme ça avec ma fiancée. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ma fiancée non plus n'est pas à l'aise avec ça parce qu'elle ressent la haine en quelque sorte que tu as envers elle. Donc, je vais prendre mes distances. Mm, mm, No mm. hard feelings, il n'y a pas de grand problème, mais Ouais. genre, je ne suis pas à l'aise avec le fait de qu'on soit aussi proche qu'on l'était avant. Je vais prendre mes distances. Je suis pas en train de te dire que ne me parle plus si tu me vois dans la rue, mais je prends mes distances. Surtout si Et vous devez rester dans les mêmes cercles et vous voir justement, j'allais régulièrement dire, et ça tout. rend beaucoup plus facile du coup, bon, pas beaucoup plus facile, mais ça rend moins difficile en fait après, même si on est dans le même groupe, on sait qu'on n'est plus amis comme ça. Genre bonjour, bonjour et tout, mais on peut, bon, dans le groupe, ce sera plus comme avant, quoi. Ouais. Ouais, ça Mais c'est chaud pour facilite. la fiancée, ça. Moi, j'avoue, moi, si je suis la fiancée, là, je vais dire, pardon, hein, tu enlèves cette amie de ta vie. Period. C'est une chose qu'elle Period. ait des sentiments pour toi, mais si elle est irrespectueuse avec moi, hell no. Mhm, Flemme. mhm, No, thank you. Hmm. En tout cas, les ruptures en amitié sont toujours difficiles. Elles Euh, sont douloureuses, hein. Waouh. Elles sont Waouh. très douloureuses et donc c'est pas facile. Mhm. Et surtout, je suppose que la fiancée en question ne va pas forcément être hyper heureuse maintenant si son fiancé à elle est hyper triste parce qu'il a perdu une amie qui n'est pas Ouais. respectueuse. Bref, ça va être compliqué de pouvoir faire le deuil de cette amitié dans l'espace de son couple parce qu'il y a des chances que sa fiancée ne comprenne pas ou soit en mode elle m'a manqué de respect, donc pourquoi tu es triste? Ce n'est pas quelqu'un de D'accord. bien, pourquoi tu es triste? Alors que le deuil de cette amitié doit être fait quand même. Donc Ah. j'espère en tout cas que la personne qui nous a écrit trouvera un espace, un safe space avec peut-être d'autres amis ou avec lui-même en écrivant, je sais pas, mais un safe space pour pouvoir faire le deuil de cette amitié parce que c'est pas facile de perdre des amis, même quand c'est un peu eux qui l'ont cherché. Ouais, ouais, Pas pas du facile tout. du tout. C'est pareil pour toute relation, hein, même quand tu sais que tu as mis fin à une relation pour une bonne raison, c'est bon, il y a toujours cette période de deuil à faire. C'est ça. Donc, Yako, vraiment, à cette personne. Yako dans le deuil de cette amitié. Yako dans la gestion des conversations compliquées. Mais aussi, malheureusement, souvent, faut s'enlever des situations compliquées. C'est Ouais. important. J'allais dire que effectivement, ils disent que du coup, ils ont été amis 5 ans.
je me disais, à nos âges, ça représente une petite tranche, mais je me rattrape en disant qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années ou le temps qu'ils ont été amis parce que, Ouais. Surtout, j'ai l'impression que dans ces phases-là de nos vies, si tu cliques rapidement avec quelqu'un, l'amitié peut être profonde très vite. Plus je vieillis, Mhm. moi, j'ai besoin de temps pour établir un vrai sentiment de proximité avec quelqu'un. C'est plus vraiment le temps qui établit à quel point on est proche, mais c'est plus, même si on s'est rencontrés, ça fait juste un an. Et d'ailleurs, il y a des amis que je me suis fait, ça fait un an, 2 ans, que je considère comme des amis très proches par rapport au Mhm. genre de sujets qu'on a pu aborder, au genre d'espace qu'on a pu créer les uns pour les autres. Et Ouais, au ouais, niveau de vulnérabilité qu'on peut atteindre les uns avec les autres et tout. Donc, je me dis, j'ai des amis là, même si ça fait genre un an ou deux qu'on est amis, si on doit se perdre aujourd'hui, ça fera mal autant que genre mes amis que j'ai depuis genre 15 ans. ouais. Je pense que c'est parce que on s'en rendait pas compte, mais j'ai l'impression que ça, quelque part, ça fait partie de l'éducation qu'on aurait pu recevoir en mode les parents qui te disent, et ça fait très longtemps que tu es avec cet ami, vous pouvez pas vous séparer maintenant. Et du coup, peut-être inconsciemment, en tout cas pour moi, je faisais le lien avant entre le nombre d'années que j'ai été amie à quelqu'un et la profondeur de l'amitié, en fait. Mais Ouais, effectivement, le plus on prend de l'âge, c'est vrai. le c'est facile Et de... j'ai l'impression que c'est comme dans les relations romantiques, du coup, où on a tendance à laisser passer beaucoup de choses parce que ça fait longtemps qu'on est amis avec les gens. Même en amitié, ça va être, ah non, mais ça, c'est ma gossure depuis telle année, on est ensemble depuis longtemps, donc c'est pas Elle est comme grave. Elle est là, elle est comme ça, etc. Alors que il y a des fois, là, la durée de l'amitié n'est pas toujours une excuse, hein, Mm, pas du tout. malheureusement. C'est sûr Ça que me c'est fait pas penser évident. aussi aux relations amoureuses et que quelqu'un me disait que je déteste quand on me dit à nos âges, ça me saoule parce que ça me rappelle que je prends de l'âge. Mais à nos âges, quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu penses que ça clique et tout, il y a des choses qui prennent moins de temps en fait. Tu te dis, par exemple, ça c'est la personne avec qui j'aimerais bien être et tout. Et quelqu'un me disait, c'est genre, les gens autour d'elle prenaient des décisions plus rapidement parce que les liens se faisaient plus rapidement. On parle Une en fois amitié ou en relation romantique? en relation romantique. Ouais, c'est vrai. Tu sais rapidement ce que tu veux pas, ce que tu veux Ouais, exactement. par rapport à ce que tu as vu et tout. Ouais. Mais en tout cas, c'était très, très bon dilemme pour commencer cette ligue Ouais, anti-sorcellerie, ouais, n'est-ce pas? merci. Merci pour la confiance. Vraiment, Euh, merci pour la la personne qui a confiance. envoyé ce Merci texte. pour ce cadeau de vulnérabilité aussi. Et on va continuer d'essayer de rendre cet espace un safe space. On fera de Mhm. notre mieux pour ne jamais dire, ah, mais Ouais. toi aussi, tu es comment? Et puis, tu es dans ce genre de situation. Oui. Imagine. On n'a qu'à se Mais rattraper si on tombe dans ce piège des... vraiment. Et puis, dans les commentaires de l'épisode, etc., dites-nous ce que vous pensez aussi de ce dilemme, de cette situation. On est curieux, ça nous intéresse. Don't be shy, hein, ne soyez pas timide, pardon. Et vraiment, j'espère que ça, c'est assez d'inspiration pour que maintenant vous alliez sur le lien qui est dans notre bio pour nous envoyer vos situations, vos dilemmes, vos expériences, etc. Et puis, voilà, on compte faire ça au début de chaque épisode tout au long de la saison, donc n'oubliez pas. Et Oui. sur ce, Passage bah, aux choses sérieuses. c'est Ouais. l'heure de parler de l'histoire du jour. C'est le moment où il est d'un bon nom, bref. C'est le moment, c'est le moment pour les sorciers, c'est le moment. C'est le moment pour les sorciers. Ah, purée. Ah là Bon. là, les amis, retournons dans le camp de la sorcellerie. La personne de l'épisode là, franchement, la fille qui est venue raconter son histoire, elle est courageuse. En tout Elle cas, très est, elle est courageuse. résiliente. On dit Oh tout le là temps, là. résilience ces temps-ci, mais cette go, Stress, elle est stress. résiliente. Parce Stress sur que stress. j'écoutais l'histoire et à chaque fois je dis, hein, il a Il fait n'est pas... quoi? Encore? Encore. Encore? Et j'étais en train d'écouter pendant que j'éditais, j'étais en mode, mais quoi? Et nous, et entendre nos voix en train de poser des questions, mais attends, encore. Oh purée. Oh là là. Un disclaimer est important. Vraiment, là, pour le coup, parce que ça peut être un peu violent.
Ouais, trigger warning, hein. On va dire les choses comme il se doit, violence conjugale. Donc, aux personnes qui ont des sensibilités par rapport à ça, on vous prévient en avance Ouais. qu'il y a un moment où ça se passe. Hmm. Mais ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, quand une femme est jeune et n'a pas Mhm. eu beaucoup d'expérience en relation, soit à travers sa propre vie ou même à travers les histoires de ses proches, ça peut être Mhm. tellement dangereux. C'est-à-dire que la première personne à qui tu te confies pour être en relation, c'est tellement important de choisir quelqu'un de bienveillant et de faire attention à chaque signe parce que cette personne peut te détruire et peut détruire l'estime que tu as de toi, peut détruire la vision que tu as des relations, que tu as de normes, que tu as de ce qui est acceptable. Et tout au long de l'histoire, ça me faisait vraiment de la peine. En fait, le mot-clé là que je retiens, c'est vraiment l'estime de soi. Euh, et je pense au fait que à l'époque, en fait, celle qui raconte son histoire était jeune, en fait. Donc, est-ce qu'on peut vraiment être préparé, même du coup avec toute l'estime de soi du monde, à ça? Je parlais d'estime de soi parce que je sais que c'est en discussion, en thérapie, c'est quelque chose qui revient par rapport à ce que on accepte ou ce que l'on attend des autres. Et c'est pour ça que je dis de manière très, très respectueuse, on ne peut jamais résumer une histoire de violence conjugale à pourquoi est-ce que la personne n'est pas partie? Et c'est une question qui revient trop souvent. Pourquoi est-ce que tu n'es juste pas parti? Pourquoi ne pas quitter la personne? Et je pense que c'est important pour aider les femmes de violence conjugale, justement, de soi-même comprendre les enjeux un minimum, parce que sinon les questions qu'on pose peuvent être très rapidement insensibles. Ouais. Tu sais, au-delà de l'estime de soi-même, je pense que quelque chose qui est important, parce qu'effectivement, quand tu rentres dans tes premières relations, il y a un certain nombre de questions que tu ne sais même pas que tu dois te poser. Et des choses que tu ne sais pas qui doivent t'alerter. Mais je pense que quelque chose qui est important, et on en parle souvent en général, mais c'est le rôle que les exemples qu'on a vus dans nos vies, en fait, jouent. Le rôle que la société joue dans la manière dont on évalue nos propres relations. Parce que Ouais, il y a un ouais. moment donné où l'invité, bon, on va pas vous spoiler, mais l'invité a dit quelque chose comme ah, moi, je me suis dit, oh, je sais plus exactement ce qu'elle avait dit, mais quelque chose en mode, mais c'est normal de toutes les façons. Euh, là, on dirait que je vais vous spoiler. Mais je vais vous spoiler, il n'y a pas de Et, problème. On a dit que c'est le camp de la et, sorcellerie, donc bon, voilà. spoiler alert, spoiler alert. Voilà, Oh, donc sautez les prochaines 45 secondes si vous voulez pas être spoilé. Mais quelque chose, elle avait dit quelque chose en mode, c'est normal de toutes les façons. Il peut aller voir partout où il veut, mais il reviendra toujours chez moi, la principale. Donc, c'est correct. Cette vision des relations-là peut faire que mm, quelqu'un va accepter un certain nombre de choses que quelqu'un d'autre n'accepterait pas. Et ouais, c'est là où ouais, la ouais. société joue un rôle important. Ah, ça, énorme, énorme. C'est là, je me rappelle effectivement du moment, elle parlait de la vision, disant de mère y a palais, comme on dit au Congo. C'est genre, il peut partir ailleurs, mais comme moi, je suis la titulaire, en fait, il reviendra toujours vers moi, quoi. C'est ça. Et après, bon, après, ce dont il faut se rappeler aussi, c'est que c'est facile, limite pour nous, de l'écouter, d'être assis ici et puis d'avoir cette lecture-là des choses. Mais personne n'est à l'abri, en fait. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde Oh, et ouais. n'importe qui. Et il n'y a pas de recette pour éviter ce genre de situation. Quand on dit it happens to the best of us, it really does. Genre, Mhm. personne à l'abri. Il n'y a aucun degré d'avoir les yeux grands ouverts, d'avoir déjà même vécu certaines choses dans le passé, d'avoir vu sa famille vivre certaines choses ou d'être intelligent, machin, qui peut t'éviter certaines choses. Souvent, là, quand tu es dans tes feelings, tu es dans tes feelings. Quand quelqu'un arrive à toucher tes points sensibles, la personne touche tes points sensibles. Il y a tellement de choses qui jouent, en fait. Exactement. Et je pense aussi au fait que ça peut arriver même quand on n'en est pas à notre première relation, où on n'est pas jeune, très jeune, entre guillemets. Parce que comme tu dis, c'est des schémas qui peuvent se répéter et des fois, ça se répète pour des raisons spécifiques qui peuvent être inconscientes, en fait. Et donc, du coup, ça fait qu'on répète les mêmes schémas sans vraiment se l'expliquer tant que qu'on n'est pas peut-être assise devant une thérapeute, par exemple, ou des amis qui peuvent, avec qui on peut en parler, en fait.
Ouais, Et encore, on peut être conscient des c'est schémas ça que j'allais dire. et continuer. Souvent, il te faut ton déclic. Et en fait, cette Mm, histoire-là même, c'est mm, mm, l'illustration de ça. Tant que tu n'as pas eu ton propre déclic là, quel que mm, soit ce que mm. les gens vont te dire dehors, tu entends, tu comprends ce qu'ils te disent et tout, mais il faut que tu aies ton propre déclic Ouais. pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire des changements. Je pense qu'une grosse partie, en sortant de violences conjugales et en rentrant dans le cas de relations où on n'est pas traité à sa juste valeur, je pense que beaucoup de fois, ceux ou celles qui sont dans ces relations, après un certain moment, peuvent se dire que, ben, en fait, je sais très bien que je ne mérite pas ce qu'on me donne, mais comme tu disais, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a vraiment fait ce déclic, tu es dedans, en fait. Ouais, à 100%. C'est pas facile ces histoires-là. C'est pas facile. Je On va n'ai vous laisser écouter. rien d'autre à dire. Voilà, bonne écoute à vous. On attend vos Mhm. commentaires, vos avis comme d'habitude. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos proches, de nous dire ce que vous avez pensé aussi. Et Mhm. puis, on se voit dans 2 semaines. Yes. À dans 2 semaines. Bonne écoute. Alors, mon histoire commence en 2016. J'avais 23 ans. J'étais étudiante en dernière année de licence en économie. Ma situation amoureuse à ce moment-là, j'étais une jeune femme je commençais à avoir des relations avec les hommes. J'ai connu un peu tard les relations hommes-femmes. Et lorsque j'ai rencontré du coup cette personne, on va dire que c'était vraiment ma première relation. Ce jeune homme avait à cette époque 28 ans. Il travaillait, il allait à l'église, il avait une situation stable, il habitait seul, mais c'était une personne que j'avais déjà connue auparavant dans un événement. Et ensuite, on s'était perdu de vue et on s'est retrouvés comme un hasard, pas très loin de chez moi, en mai 2016. On s'est rencontrés, on a commencé à se côtoyer. Ce qui m'a attirée chez cette personne-là, c'est que bah, déjà, il était déjà plus grand que moi. Il avait une situation stable. C'est tout bête, hein, mais moi, j'avais 22, 23 ans à cette époque-là. Pour moi, il avait une voiture, il représentait la stabilité. Tu sais, au départ, quand on est jeune comme ça, on voit que le gars, il a sa voiture. Donc, tu dis, mon mec, il a sa voiture, il travaille, il m'emmène dans mes premiers restos, je me fais belle, tout ça. Donc, en vrai de vrai, je le connaissais pas, sincèrement. Mais ce qui m'a attirée, c'est en fait l'image qu'il représentait, en fait. En plus de ça, s'il était chrétien, il allait à l'église, il est de la même communauté que moi. Pour moi, ça pouvait être le gendre parfait, on va dire ça comme ça. Et il faut savoir que je suis très vite tombée enceinte. Au bout de 3 mois de relation, je suis tombée enceinte, donc en août 2016. C'était assez compliqué car je ne savais pas ce que je devais faire ou ce que je pouvais faire. Ce qui était sûr au départ, c'est que moi, je ne voulais pas de cet enfant. Je ne voulais pas de cet enfant. Je ne lui ai pas directement averti que j'étais enceinte parce que je savais qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et je m'étais dit que si je devais enlever cet enfant, avorter du coup, je ne voulais pas non plus qu'il s'y oppose. J'avais peur qu'il s'y oppose et je m'étais dit si vraiment je dois l'enlever, je le ferai de mon côté, mais j'ai pas eu cette force-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu à peu près 2 semaines pour aller lui dire du coup que j'étais enceinte. Lorsque je lui ai annoncé cette nouvelle, j'étais assez surprise car directement il m'a dit bah t'es enceinte, bah, on le garde quoi. Gardons cet enfant et voyons ce que cela entre guillemets pourra donner. Du coup, j'ai décidé de le garder, mais faut avouer aussi que c'est vrai qu'il m'a dit que l'on garde cet enfant, mais je n'avais pas non plus le courage d'aller l'enlever. Sauf que j'étais encore dans les temps, j'étais à un mois, il me semble. Donc, j'avais encore la possibilité de le faire, mais je savais que je n'avais pas ce courage-là. Tout ça, c'était en septembre 2016. Tout se passait bien. Tout se passait bien entre nous deux. Moi, j'avais pas encore annoncé
à mes parents que j'étais enceinte. Comme je l'ai expliqué plus haut, je rentrais du coup en ma dernière année de licence. Tout au long de ma période du coup scolaire, j'étais enceinte, c'est-à-dire je suis tombée enceinte en septembre et j'ai accouché en mai. Donc tout au long de cette période du coup j'étais enceinte, donc je continuais d'aller à l'école. Puis au bout de 3 mois, j'ai décidé de l'annoncer à mes parents qui l'ont très, 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 très mal pris. Ça a été très compliqué. J'ai eu une très grosse dispute, enfin, très grosse dispute. C'est un grand mot, mais ça s'est très mal passé, surtout avec ma mère. J'ai vu la déception de mon père, et surtout vu la colère de ma mère qui, a décidé, du coup, de me mettre dehors. Elle a décidé de mettre dehors. Ce qui s'est passé, que c'est en décembre du coup 2016, dans cette même année, je suis partie vivre chez le papa de mon enfant. Et c'est là où franchement tout a réellement commencé, où j'ai commencé à voir vraiment le vrai visage de ce monsieur. J'arrive chez lui. Au départ, on va dire que tout se passe plus ou moins bien. Puis, ça commençait à se dégrader. Je sentais que je le gênais. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de vivre seul. Il a longuement habité seul. Il me semble depuis ses 19 ans, il a toujours habité seul. Je sentais que je gênais un peu. Après, moi, j'allais à l'école, lui, il allait au travail. Donc, on se croisait que le soir. Sauf que là où tout a dérapé, c'était vraiment le 31 décembre 2016. Moi, étant donné que j'étais seule, ma maman m'avait mis à la porte. En général, nous, tous les 31, on fête en famille, donc j'étais pas conviée. Et lui est parti le fêter avec son église. Il ne m'a pas invitée parce que les gens ne savaient pas du coup qu'il avait avoir un enfant et il avait certaines responsabilités dans son église. C'est le 31 décembre du coup 2016, il s'en va à l'église. Moi, je suis à la maison, je m'endors. Puis, sur les coups de 4 heures du matin, je l'entends rentrer. Je l'entends rentrer, mais je le vois déposer des affaires. Il dépose des affaires et puis il redescend. Maintenant, moi, je sais pas, je pars par la fenêtre et je vois qu'il repart. Sauf que lorsqu'il repart, il y a une fille qui est assise à côté de lui. Sauf que moi, naïvement, je me dis que c'est sûrement, il part sûrement raccompagner les sœurs de l'église. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, je n'ai pas de nouvelles de monsieur. Je l'appelle, je n'ai pas de nouvelles. J'envoie des messages, je n'ai pas de nouvelles. C'est au bout du 4e jour où il m'envoie un message pour me souhaiter une bonne année. Il me souhaite une bonne année. Donc, je l'appelle, il me dit, je rentre ce soir. Dès qu'il décide de rentrer, moi, ce que je voulais absolument, c'était des explications. C'est assez bizarre. C'est que je savais finalement qu'il était avec une fille, mais je me rassurais en me disant que peut-être il est en famille. Avant les 4 jours où il me dit je rentre, il m'avait quand même envoyé un message, peut-être 2 jours après, en me disant que je suis en famille. Donc moi, pour moi, il était chez sa famille. Étant donné que je connaissais pas non plus sa famille, j'étais un peu exclue en soit. J'étais exclue. Personne me connaissait. Personne savait que j'étais enceinte. Personne savait qu'il y avait quelqu'un qui habitait chez lui. Personne savait qu'il avait une copine. Donc moi, je restais dans mon coin. Mais je le vivais mal parce que je me sentais bouillonnée quand même. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il rentre à la maison, je connais un peu son caractère. Je savais qu'il allait fuir. Quand j'allais lui poser la question, mais tu étais où? Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je l'ai laissé s'installer tranquillement à la maison et tout. Et j'ai fermé la porte à clé. J'ai pris les clés de sa voiture et les clés de la maison, tout simplement parce que les deux étaient ensemble. Et je les ai cachées dans ma poitrine. Du coup, là, je lui demande où tu étais. Il commence à me dire, vas-y, tu me casses les couilles. Que déjà, je sais même pas ce que tu fais chez moi. Je t'héberge et tu es là, tu veux me prendre la tête, etc. Et de là, je pars en vrille. Je pars en vrille. Je commence à l'insulter de tous les noms. J'ai tout cassé à la maison. Il essaye en fait, je sais pas s'il a essayé de me maîtriser ou pas. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a pris et il m'a balancé contre le mur. De là, la dispute continue. Il me prend, il me jette dans la chambre, il m'enferme. Il m'enferme parce que j'étais dans une hystérie totale. J'ai fait semblant de me calmer. Lorsque j'ai fait
Lorsqu'il a senti que je me suis calmée, ben, du coup, on a recommencé. Sauf que là, c'était la fois de trop. Il a pas su se maîtriser. Et clairement, j'arrive pas à dire qu'il m'a frappé. Je préfère dire qu'on s'est battu. Mais si je dois être totalement honnête, c'est que ce jour-là, il m'a fracassé, quoi. Il m'a fracassé. À ce moment-là, j'étais enceinte je rentrais dans mon 5e mois. J'ai pu sortir de la maison. Il m'a traîné. En fait, il voulait juste récupérer ses clés et partir. Il m'a traîné dans les escaliers. À ce moment-là, moi, j'ai essayé d'appeler ma meilleure amie. Et j'ai réussi à l'appeler, mais elle entendait que des cris. Elle entendait que des cris. Et lorsque tout ça s'est calmé, moi, je suis restée en bas du bâtiment et j'ai vu ma meilleure amie arriver, sachant que elle ne savait même pas où il habitait. Elle savait uniquement la ville. Elle a senti que j'étais en danger. Elle a essayé de faire des recherches par-ci, par-là, parce qu'on a quand même elle connaît des personnes en commun avec cette personne-là. Et elle est venue. Elle est venue. Elle voulait me ramener à l'hôpital, mais à ce moment-là, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne souhaitais pas aller à l'hôpital parce que à ce moment-là, je ne sentais pas vraiment la nécessité d'aller à l'hôpital. Faut savoir que ma grossesse, j'ai fait un gros déni dessus. C'est-à-dire que j'ai eu du mal aussi à accepter que j'étais enceinte. Donc, je me comportais pas non plus comme une femme enceinte. Je n'avais pas mesuré la gravité de ce qui venait de se passer. Je n'ai même pas su, entre guillemets, protéger mon enfant. En fait, je n'agissais pas comme si j'avais un enfant. C'était moi, c'est tout. Voilà. C'est ça que j'ai pas vraiment eu la nécessité d'aller à l'hôpital, sachant que j'aurais dû y aller. Elle m'a forcée, je lui ai dit que je ne souhaitais pas y aller. Donc, on est resté pendant un petit moment ensemble et j'ai décidé de repartir, de remonter, de repartir chez lui. J'avais pas le choix. En fait, j'avais nulle part où aller. Et moi, je suis pas quelqu'un qui aime déranger. Je suis pas quelqu'un qui aime déranger. C'est-à-dire que je sais que même ma meilleure amie m'a dit viens à la maison, mais je me suis dit elle-même elle habite chez ses parents. Je voulais pas déranger. Et puis je voulais pas aussi qu'aujourd'hui on porte un avis sur entre guillemets mon couple ou sur la relation que je pouvais avoir avec le père de ma fille. Du coup, après cette altercation, quelques jours passent. Lui et moi, on a clairement aucune relation. Pour vous dire, on se parle vraiment pas. On est dans la même maison, mais on se parle pas. C'est-à-dire qu'on faisait vraiment tout pour s'éviter. Il est quand même venu s'excuser, mais ce qui s'était passé était beaucoup trop. Je pense que autant pour lui et pour moi, on ne se supportait pas. On ne se supportait plus. Euh, du coup, moi, comme j'allais encore enfin, à la fac, je faisais tout pour rentrer euh, très tard. Et lui, lorsqu'il rentrait du travail, il faisait tout pour aller rejoindre soit ses amis, soit ses activités à l'église et tout ce qui l'ensuit. Ensuite, on arrive au mois de février du coup 2017. Je suis allongée à la maison, dans la chambre, et je l'entends avoir une conversation. Je l'entends avoir une conversation avec une fille. Il me semble que c'était une fille de son église. Je l'entends parler, qui prévoit de faire un week-end, etc. Et moi, pensant enfin, étant donné qu'on avait eu cette altercation quelques temps avant, je me suis dit, ah, peut-être qu'il est en train de me réserver une petite surprise. Donc, je continue à faire semblant de dormir en soi. Je me suis dit, peut-être c'est une surprise pour moi. Donc, je l'entends parler et tout. Il prévoit, c'est pour ce week-end, etc. Et la fille, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réservé, du coup, c'est la plateforme de logement, Airbnb. Elle a réservé avec son compte à lui. Donc, dans la conversation, il dit un mot de passe. Donc, moi, j'ai retenu le mot de passe en question sans vraiment d'arrière-pensée. On arrive la date du week-end en question, c'était le vendredi. Je vois qu'il prépare ses affaires. Déjà, je vois, on est mardi, mercredi, il me dit rien. Jeudi, il me dit rien. Moi, je m'étais dit, ah, si vraiment je dois préparer des choses, comment je vais faire? Mais bon, tranquille. Je me dis, on est vendredi. Et là, je comprends qu'en fait, il part en week-end, mais le week-end n'était pas prévu pour tous les deux. Il me dit, oui, bon, là, j'y vais dans une convention à l'église. Ok. On est vendredi matin, donc je lui laisse partir. Il s'en va. Et je décide, moi, je devais aller en cours. Donc, je prends mon ordinateur et je vais en cours.
J'arrive en cours, je me souviens que, il y avait un mot de passe, que je connais le mot de passe du coup de son compte Airbnb. Je décide de me connecter. Et là, je vois, oui, il a réservé un logement, il me semble que c'était dans le nord de la France, pour 2 personnes. Et lorsqu'on fait du coup une demande de réservation, on doit y envoyer un message et dans le message, il indiquait bonjour, pour moi et ma fiancée, nous souhaitons louer votre maison, etc. Donc là, j'ai compris encore une fois que il me l'a mise à l'envers, on va dire, et qu'il est avec une femme. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, lui, il doit pas être très, très futé. Donc, je me suis dit, ce mot de passe, je pense que je peux l'utiliser sur ses autres réseaux. Je me suis connectée sur son Facebook avec, et je suis vraiment tombée le nombre de personnes, le nombre de femmes qui draguaient sur les réseaux, là. Je suis vraiment, en fait, j'étais choquée. Je suis restée comme ça, je suis restée bouche bée. Et, euh, et j'ai commencé à pleurer. Et j'avais une amie avec qui, j'étais à la fac, j'étais à la fac, qui n'a pas compris. Donc, je l'ai laissé voir. On est rentré. Elle est revenue, elle est partie avec moi, chez le papa de mon enfant, de ma fille. Et, elle m'a dit, là, tu vas plus rester ici. Je te laisse rassembler tes affaires, tu vas venir chez moi. Et moi, je dis que c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu vis avec tes parents et moi, je peux pas. Pour moi, c'est trop la honte. C'est trop la honte. Je dis, laisse-moi, je vais seulement rester ici. Or que moi, mon but, c'était de prendre la voiture et de les rejoindre là où ils étaient. Sauf qu'à ce moment-là, euh, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une forte baisse de tension. Je suis pas tombée dans les pommes, mais j'avais la tête qui était très étourdie. Du coup, je ne pouvais pas prendre la voiture. Et à ce moment-là, là, on est samedi. Je reçois un appel de ma mère qui me dit rentre. Elle m'a dit là, tu dois rentrer. Et à ce moment-là, qu'elle m'a dit ça, j'étais très soulagée parce que je savais que je pouvais pas rester ici. À ce moment-là, j'étais à 7 mois de grossesse. Donc, ce que je décide de faire, moi, j'avais déjà commencé à acheter des trucs pour l'enfant et je décide de tout rassembler, d'appeler, j'ai appelé un taxi. Je suis partie en Uber. J'ai tout rassemblé. Je lui ai quand même fait une lettre avant de partir. Je lui ai fait une lettre dans laquelle je relatais un peu tout ce qui s'était passé durant ce peu de temps, mais s'était passé énormément de choses. Là, c'est vrai que je vous explique comme ça, parce que ces 4 dernières années, en fait, c'est quelque chose que j'ai essayé d'enfuir. C'est-à-dire que je parle avec beaucoup de détachement et je parle comme si c'était pas moi qui l'avais vécu, ces choses-là, parce que me suis efforcée d'oublier tout ça. Et j'ai eu, à cause aussi de ma grossesse, j'ai eu on va dire, une légère perte de mémoire. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, donc je lui ai fait une lettre, je lui ai tout relaté, je lui ai dit que je savais qu'il avait une relation avec... je ne connaissais pas cette personne-là, mais je me suis dit que ça pouvait être que la fille que j'avais vue du coup dans la voiture le jour du Nouvel An et que du coup c'était la même et c'était une fille de son église. À ce moment-là, une fois que j'ai pris mes affaires, j'ai laissé ma lettre, je suis rentrée chez ma mère et je l'ai bloquée. J'ai totalement bloqué de partout, que ce soit messages, réseaux sociaux, je ne vais plus avoir de contact avec lui. Il a cherché à me contacter parce que j'avais un téléphone Samsung. Avec le Samsung, lorsque vous bloquez une personne, en fait, moi je ne savais pas, mais vous pouvez voir si la personne a tenté de vous contacter. Et je voyais qu'il tentait de me contacter, qu'une fois même il avait laissé un message sur mon téléphone qui m'a fortement énervée d'ailleurs, parce que dans le message, bien sûr, il s'excuse, mais il me demande si c'est possible que je puisse le laisser déclarer sa fille à la mairie, parce que ici, on peut déclarer l'enfant avant la naissance pour qu'il puisse avoir un document, pour qu'il puisse faire une demande de logement. Euh, j'ai pas trop compris, je ne l'ai pas calculé, franchement, je n'ai pas calculé jusqu'à mon accouchement. Même
au moment de l'accouchement, ma fille, du coup, j'ai accouché au mois de mai. Au moment de l'accouchement, quand je suis arrivée à l'hôpital, je suis restée à l'hôpital. Je suis rentrée un mercredi, j'ai accouché le vendredi. Pendant ces 3 jours, il était même pas au courant que j'étais à l'hôpital. Il n'était pas au courant, je ne voulais pas qu'il soit là, je ne voulais pas non plus le voir. Pour moi, j'ai mis une croix sur lui et j'acceptais le fait d'être seule et que j'ai un enfant sans papa, quoi. Sauf que j'ai eu des complications le jour de la naissance. J'ai dû avoir une césarienne d'urgence. Et à ce moment-là, ma mère, elle s'est fortement énervée. Elle a pris mon téléphone, elle a contacté et puis il est venu. Quand il est venu, on n'a jamais vraiment eu encore de discussion. Il est venu, bon, il m'a ramené des fleurs, il a essayé de me blaguer un peu. Et il a annoncé à toute sa famille. Donc, en soit, il avait fait comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il ne m'avait jamais trompé, comme s'il ne m'avait jamais frappé, comme s'il ne m'avait jamais insulté. Parce que faut savoir que quand j'étais chez lui, il y avait aussi énormément d'insultes. J'ai juste passé vite ces périodes-là parce que voilà, j'ai eu énormément d'insultes pendant que j'étais chez lui. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je rentre chez mes parents, du coup, lui, il rentre chez lui. Il passe, avant de passer à la maison, mes parents l'ont quand même convoqué pour savoir ce qu'il décidait de faire, pas avec moi, mais avec son enfant. Il a quand même eu une discussion avec ma mère qui lui a autorisé de venir à la maison pour venir voir son enfant. À ce moment-là, j'accouchais en mai, on arrive en juin, juillet. Juillet, août, c'était une période assez compliquée pour ma famille. Moi, déjà, j'avais failli de perdre ma fille dans un incendie. Et tout ça, ça s'est passé en 3 jours. J'ai mon grand frère qui a perdu, du coup, sa femme. Sa femme, en plus, faut savoir qu'on était enceinte en même temps. Elle a accouché, en avril. Moi, j'ai accouché en mai. Et elle est décédée en juillet. Et dans la même période-là, euh, durant le deuil, il y avait aussi mon petit frère qu'on avait retrouvé poignardé. Bon, c'était une période très compliquée. Et il était quand même là, il était présent. Il me faisait croire ou penser que il y avait une éventuelle possibilité qu'on puisse être ensemble. Sauf que j'ai découvert encore une fois sur les réseaux que finalement il sortait encore avec une autre fille. Et à ce moment-là, bon, moi, j'avais pas trop la tête à ça. Et je lui avais clairement dit que ça sert à rien de vouloir essayer de susciter un certain intérêt pour que je puisse, moi, aujourd'hui, m'imaginer ou avoir l'espoir qu'on puisse se mettre ensemble. Donc, ça a été après, depuis cette période-là, il prenait sa fille de temps en temps. Bon, de temps en temps, c'est un grand mot, parce qu'elle était très petite, mais il passait, il me donnait des sous pour que je puisse prendre soin de ma fille. On s'est pas remis en couple à ce moment-là. Chacun faisait un peu sa vie, quoi. On se donnait des nouvelles par rapport à la petite, mais on n'avait pas de discussion par rapport à notre relation. Bon, moi, je savais pertinemment qu'il allait rien se passer de son côté aussi. Et voilà, l'année 2017 se finit un peu ainsi. Puis, c'est en 2018 où on décide, où on commence à se reparler. Euh, Ça a commencé par des petits messages, puis des appels qui continuaient à être assez récurrents. Et là, on a eu quand même un très gros rapprochement. C'est là où il a commencé à travailler mon esprit, en me disant un peu des phrases un peu type, quoi. Que, voilà, qu'on a été combattu, parce que c'était un homme, entre guillemets, d'église. Donc, les phrases, on a été combattu, c'est vrai qu'on n'a pas fait les choses bien, que je devrais être beaucoup plus forte, que ce soit dans la prière, que ce soit avec lui, que je devais faire les efforts pour reconstruire notre famille, qu'on avait le potentiel, voilà, qui s'aperçoit qu'aujourd'hui, qu'il a des sentiments, que ses sentiments reviennent, etc. Donc, à ce moment-là, on s'est remis ensemble. On fait nos petites sorties de famille. Moi, j'habite toujours chez mes parents. Lui, il habite toujours chez lui, sachant que voilà, je suis
du Congo. Et chez nous, voilà, on peut pas habiter chez, chez un homme tant que le cococo ou la dot n'a pas été fait. Donc moi, j'habitais encore chez mes parents. Mais on se voyait, j'allais là-bas tous les week-ends avec la petite, voilà. Ça se passait plutôt bien. Ça se passait plutôt bien. On faisait, comme je lui disais, nos sorties, etc. Puis on décide de partir en vacances. C'était en août. On décide de partir en vacances, mais je le trouve un peu bizarre. Je le trouve un peu bizarre, mais je me pose pas trop de questions parce que lui, c'est quelqu'un, euh, lui, il faut faire en fonction de ses humeurs. Donc, quand tout va bien dans sa vie, il est bien, mais quand les choses vont mal, il nous fait subir ça. Et du coup, moi, vis-à-vis de lui, j'avais une petite pression, c'est que je me disais à chaque fois qu'il faut pas que je l'énerve plus, surtout quand il est déjà énervé. Mais là, je voyais qu'il n'était pas bien. Et j'ai jamais eu confiance, une confiance totale en lui. J'avais toujours mes craintes, qu'il aille voir ailleurs, qu'il parle à d'autres filles, etc. Et on est en vacances. Il nous décide de nous emmener, moi et ma fille, on mange, etc. Puis on prend la route. Et à ce moment-là, il me dit, oui, faut que je te dise quelque chose. Moi, à ce moment-là, je me dis, bon, peut-être qu'il va vouloir mettre fin. Et puis voilà. Et là, il me dit que non, qu'il y a une fille qui est enceinte de lui. Et je lui demande, mais comment ça se fait qu'une fille est enceinte de toi? Il me dit que oui, il y a une fille qui est enceinte de lui, que avant qu'il se remette avec moi, il était dans une relation et que la fille, c'est maintenant qu'elle lui dit qu'elle est enceinte de lui. Et quand il m'annonce ça, j'étais choquée. J'étais très choquée. J'ai pleuré, j'étais déçue parce que je m'étais dit, ben là, on avait entre guillemets un semblant de famille, quoi. Et que, encore une fois, il a tout gâché. Et à ce moment-là, il me raconte tout ça, mais à côté aussi, il me fait comprendre que, en fait, il a voulu aussi me rassurer en dénigrant la maman, en me disant que j'en suis sûre que peut-être c'est pas mon enfant, euh, elle a fait exprès, euh, elle a vu comment notre enfant était joli. À chaque fois, elle me disait des choses bizarres. Elle me disait, oui, votre fille est trop jolie, moi aussi je veux un enfant. En fait, il commençait à me faire penser que la fille a été folle et qu'elle l'avait piégée. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a réussi à me faire croire que l'enfant, entre guillemets, n'était pas forcé, n'était pas voulu, que c'était un accident, selon lui en tout cas, que c'était un accident. Il faut savoir que malgré ça, je suis restée. Pour moi, il était pas possible de partir. Je me suis dit, là, je suis avec lui, je dois rester. Et je lui dis, c'est un enfant, c'est une bénédiction. Il a fait une erreur, c'est pas grave. Voilà, on va supporter ensemble. On va supporter ensemble. Donc, les mois passent. Les gens autour de lui, personne sait. Personne sait. Il a peut-être dit à peut-être un ou deux amis à lui, mais les gens ne savent pas qu'il va avoir un second enfant et avec une autre femme. Donc, je passe les fêtes de Noël avec sa famille. Et à ce moment-là, personne sait. Et là, on arrive du coup en 2019. En début d'année, il a eu un accident. Il a eu un accident qui a fait que il a perdu. Il avait un travail de jour, un travail de nuit. Et du coup, à cause de cet accident-là, il a tout perdu. C'est-à-dire qu'il ne travaillait plus. Il ne travaillait plus. Il était chez Pôle emploi. À ce moment-là, moi, je ne savais pas, mais il cumulait énormément de dettes. C'est-à-dire qu'il ne payait pas le logement là où il était. C'est en allant chez lui que j'ai découvert dans les courriers plan de relance, que ce soit des huissiers, etc., de la banque, etc. Et à ce moment-là, il a tout perdu. Il n'avait plus rien. Il bénéficiait du Pôle emploi, c'est une aide pour les chômeurs ici en France. Il n'avait plus rien. Donc du coup, ce qui se passait, c'est que c'est moi qui l'aidais financièrement. Il n'avait plus de voiture non plus. C'est moi qui l'aidais financièrement parce que son argent ne suffisait pas pour déjà payer peut-être un semblant de loyer, même pour se nourrir. Même, il n'avait vraiment plus rien.
Et c'est à ce moment-là aussi que l'enfant naît. L'enfant naît. Je décide du coup de louer une voiture pour qu'il puisse voir l'enfant. Parce que la fille n'habitait pas à côté. Et fallait qu'il aille la voir, fallait qu'il fasse la sortie d'hôpital. Donc, du coup, j'ai loué la voiture, je l'ai aidé financièrement aussi à ce moment-là. Et puis voilà, on était là, on était ensemble. Ça se passait pas bien du tout, mais j'étais là quand même. Je me voyais pas. En fait, il me faisait pas de la peine, mais il me transmettait toute la peine qu'il pouvait avoir vis-à-vis de sa situation, et il me faisait comprendre que aujourd'hui, si moi aussi je m'en allais, qu'il allait, je dirais pas mourir, mais que je devais rester là à ses côtés, que je devais que c'était encore une épreuve, que je devais être là à ses côtés, que je devais l'aider, le supporter. Et pourtant, c'était une période, c'était vraiment très désagréable, que ce soit pour moi ou pour lui. Mais je devais aussi supporter ses humeurs. C'est quelqu'un de très orgueilleux. Et encore une fois, comme je disais plus tôt, c'est que lui, faut vraiment faire en fonction de ses sentiments. Et moi, malheureusement, j'avais un peu peur de cette personne. En fait, j'avais peur de mal faire les choses ou d'avoir un mot plus haut que l'autre pour qu'il puisse. J'avais pas envie de l'énerver. J'avais constamment peur et je me disais que si un jour je l'énerve, il va partir et j'avais peur qu'il parte aussi. Parce que je voulais qu'on reste ensemble. J'avais peur aussi qu'il me frappe, euh, parce que je m'étais dit que il l'a déjà fait une fois, parce que je l'avais énervé. Parce que c'est la justification qu'il m'avait donnée, c'est que je l'avais énervé. Donc j'avais toujours peur aussi de l'énerver, et par peur qu'il me frappe. Au-delà des insultes, en fait, j'avais peur de cet homme. J'avais peur de cet homme. Je sais même pas pourquoi je restais. J'étais là. Je restais parce que, voilà, je voulais garder cette image je voulais pas avoir cette image de maman seule, d'une maman seule, jeune, de 23 ans, etc. Même vis-à-vis surtout de ma famille. J'avais déjà vu la déception qu'ils avaient pu avoir que je sois tombée enceinte. Alors, que je sois seule, pour moi, c'était pas possible, c'était inconcevable. Qu'ils me voient ainsi, en tout cas. Donc, du coup, j'étais là. Euh, C'était assez compliqué, mais j'étais là quand même. J'étais là. Puis on a continué notre relation, comme d'habitude. Je venais les week-ends. Quand je venais les week-ends, en général, je faisais à manger, etc. Et à ce moment-là, on faisait rien. Il n'avait pas d'argent. Moi, l'argent que j'avais, c'était de un pour nourrir notre enfant et de deux le nourrir lui aussi. Donc on faisait pas trop de sorties, on faisait pas grand-chose. Puis on arrive là, on est en 2018. Je suis à la maison. Je suis posée chez moi. C'était le soir. Et je reçois un message d'une tierce personne sur Instagram qui me dit oui, je sais que c'est toi la maman de X, mais je ne comprends pas comment ça se fait que tes affaires se retrouvent elle me dit chez mon chéri. Il m'a dit que tu faisais exprès de déposer tes affaires là, que tu mettais tes affaires dans le sac de la petite, parce que tu voulais être encore avec. Enfin, elle m'a envoyé un long message. J'ai pas tout lu, j'ai pas compris. Je lui ai capturé, je l'ai envoyé. Quand je lui envoie, il me fait passer pour une folle au départ. Il me fait passer pour une folle en me disant, ouais, j'en suis sûre que c'est toi qui as fait avec un faux compte. Tu as créé un faux compte et tu t'as envoyé un message pour me faire quoi? Bon, il m'a raconté plein de palivernes. Sauf que moi, je suis une fille, j'ai énormément beaucoup de fierté. Je n'ai pas répondu à cette jeune fille. Parce qu'elle m'a demandé de la contacter et moi, je n'ai pas voulu parce que je ne voulais pas me mélanger à tout ça. Il s'est tout simplement ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissé parler, je l'ai laissé me faire croire que j'étais une folle, mais je lui ai dit que dans tous les cas, c'est pas grave, toi et moi, c'est fini. Parce que au-delà de cette deuxième tromperie, j'avais déjà énormément de soupçons sur d'autres tromperies, mais je n'avais pas les preuves.
Sauf que là, cette preuve est venue à moi. Donc, je décide de le quitter. On ne se calcule plus du tout. Même par rapport à l'enfant, il me calcule pas du tout. Je ne le calcule pas non plus. Jusqu'à novembre 2018, où il décide de venir voir son enfant, sa fille. Il me dit que je veux voir la petite, etc. Bon, je pouvais pas lui empêcher non plus de la voir. Et il me demande de la descendre, donc je descends. Et là, il s'excuse, il me demande pardon. Et encore une fois, il me dit que non, que c'est pas de sa faute. C'est que voilà, c'est une fille avec qui euh, c'est une fille qui a toujours voulu être avec lui, et avec la situation qu'il a vécue, avec la perte de son travail, son manque d'argent et tout ce qui en suit, qu'il a dérapé et qui s'excuse, etc. Euh, voilà, il vient avec tout ces belles paroles que malheureusement moi je suis encore tombée dedans. Je suis encore tombée dedans. Je tombe dedans les deux pieds. Et là, c'était en novembre. C'était en novembre 2019. Ça n'a même pas duré, hein. C'est-à-dire qu'on n'était même pas longtemps dans les loves. J'étais censée partir chez lui le week-end. Vendredi, je l'appelle, j'ai pas de nouvelles de lui. Je l'appelle, j'ai pas de nouvelles de lui. Je comprends pas. Bon, je laisse passer le temps, etc. Je laisse passer la journée de samedi. Et là, enfin, la journée de dimanche, non, il m'envoie un message. Il me dit, oui, désolé, j'ai eu des petits soucis, etc. Mais je lui demande de m'expliquer, quoi, parce que moi, j'étais prête à aller chez lui. Ce jour même, dimanche, et il me dit, non, ça sert à rien de venir, etc. Faut que je te dise quelque chose. Voilà, il y a une fille qui est enceinte de moi. Je dis, mais comment ça se fait qu'il y a une fille qui est enceinte de toi? Il me dit que voilà, il y a une fille qui est enceinte de moi, que elle veut pas, elle vient d'une famille assez compliquée. Mais cette fois-ci, ça m'a vraiment fait mal, par contre. Franchement, là, la première fois, c'est bizarre, hein, mais j'ai pas senti la. Pourtant, il m'a trahi, il m'a trompé, mais je l'ai pas vécu ainsi. Je l'ai pas vécu ainsi. Peut-être avec les événements qu'il a pu avoir, j'ai complètement oublié ça. Mais là, cette fois-ci, franchement, là, j'ai eu vraiment mal. J'ai eu vraiment mal et il voulait pas me donner l'identité de la personne. Et du coup, moi, je ne savais pas qui c'était. Il voulait pas me dire. Et du coup, moi, je suis restée comme ça. Et par contre, là, je lui ai dit encore que c'était fini, que je ne pouvais pas rester avec lui. Mais que, voilà, je veux juste qu'on ait une bonne relation vis-à-vis de notre fille. Ma fille avait besoin de son père. Elle est très attachée à lui. Et je voulais pas lui couper la relation avec son père. On arrive en 2020, on se parle, mais voilà, on va dire on se parle, mais voilà, il y avait rien de très. On parle de la petite, on n'avait pas de relation, mais c'est vrai qu'il s'est déjà arrivé où on s'est déjà vu deux, trois fois et on s'est un peu dépanné, on va dire ça comme ça. Et on arrive la période Covid. Du coup, c'est la période où voilà, tout le monde était chez soi. Moi, j'étais à la maison et il prenait de nos nouvelles, etc. Et lui, il est tombé malade. On savait pas ce qu'il avait, mais il me demandait à ce moment-là, est-ce que je pouvais lui rapporter des Doliprane? Est-ce que je pouvais lui ramener, vous savez, à ce moment-là, c'était tout ce qui est gingembre, citron, etc. Donc, j'avais demandé à maman de me faire des petites boissons et tout pour que je puisse l'apporter. Je voulais aussi faire un point, c'est que ma famille ne savait pas qu'il avait eu des enfants. Enfin, qu'il avait eu déjà un premier enfant. Que ma fille, du coup, avait une petite sœur, parce que c'est une fille. Ma famille, je l'ai caché à tout le monde, sauf à mes amis. Mais ma famille n'était pas au courant. Elle était un peu au courant de vraiment de la situation. Elle pensait que elle se disait, bon, des fois elle est avec, des fois elle est pas avec, mais bon, personne n'était au courant. Et du coup, moi, je suis là, je lui ramène des boissons, je le dépose devant sa porte. Je lui ramène une fois, il m'appelle, qu'il ne se sent vraiment pas bien, qu'il a besoin de Doliprane, etc. Donc, je lui apporte. Et puis, je prenais des nouvelles de lui chaque jour. Et un jour, j'avais pas de nouvelles de lui. Pas de nouvelles du tout. Je me suis dit, ah, avec cette histoire de Covid, là, j'avais quand même une certaine peur. J'avais peur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ma voiture, je suis partie, sachant qu'il habite à 1 heure de chez moi. Je suis partie, je vois tous les volets sont fermés. Je l'appelle, c'est sur répondeur.
Les volets sont fermés. Il habite au rez-de-chaussée. Les volets sont fermés. J'appelle à l'interphone, personne répond. Et à ce moment-là, je savais pas si je devais alerter sa famille ou pas. Je me suis dit, je suis restée une bonne quinzaine de minutes en bas. J'attendais qu'une personne puisse descendre pour que je puisse rentrer dans le bâtiment parce que du coup, il y avait l'interphone. Mais sauf que personne ne descendait parce que personne, à cette époque-là, sortait du coup. Donc, je décide de partir et je me suis dit que je vais quand même informer sa famille, ses cousines, parce que je suis quand même assez proche de ses cousines. Je prends ma voiture, je démarre. Et puis, à contresens, je vois une voiture, mais moi, je savais pas que c'était la sienne. Et je le vois comme ça, arriver à contresens. Sauf que quand il arrive, au final, à côté de lui, je vois qu'il y a une fille. Donc, moi, je comprends pas. J'avance et je me gare. Je vois que lui aussi il se gare et il vient vers moi. Et tu fais quoi ici? Pourquoi tu viens chez moi? Nanani. Enfin, il commence à beaucoup parler dans mes oreilles. Il était très énervé. Et je lui dis, ben, de toute façon, moi, je savais pas que tu étais avec quelqu'un. Moi, si tu m'aurais dit que tu étais avec quelqu'un, j'allais jamais m'inquiéter. Et pourquoi aussi tu me demandes de venir te ramener des Doliprane, de me ramener ceci, si finalement tu n'étais pas seule. Et il faut savoir que moi, quand je lui ramenais les choses, je laissais devant sa porte. Je rentrais pas parce que c'était le Covid. Donc, je lui laisse tout ça et tout. Et on commence à se discuter. Je dis, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. De toute façon, t'es en bonne santé. Le plus important aujourd'hui, c'est que là, t'es en bonne santé et je m'en vais et tu es avec quelqu'un et cette personne, si vraiment il y a un problème, elle informera ta famille. Je te promets de ne plus, voilà, de ne plus me soucier de quoi que ce soit. Je rentre chez moi et tout. J'étais très peinée, très, très peinée. Je me dis, en fait, il me prend vraiment pour une conne, quoi. Le mec, il est avec quelqu'un, mais il vient me solliciter à moi de l'aide. Mais bon, bref. 2 jours à peine arrivent, je reçois plein d'appels. Je reçois plein d'appels. Oui, faut que tu ailles chez lui, faut que tu ailles chez lui. Il est pas bien. Il y a une fille qui nous a appelé, on sait pas c'est qui. Il est parti à l'hôpital, etc. Bon, moi c'est le père de ma fille, j'y vais. Je sonne à l'interphone et tout, et je tombe sur la fille en question. Je tombe sur la fille en question, elle me dit que non, là, il est parti, c'est le SAMU, etc. L'a emmené, il se sentait pas bien, etc. Je dis, bon, tiens, prends mon numéro, et quand tu as des nouvelles, dis-moi au moins. Et je vois sa famille m'appelle et me demande, mais il est avec qui? C'est pas toi et tout. Je dis, non, c'est pas avec moi qu'il est, je ne sais pas avec qui il est. À ce moment-là, personne ne savait aussi qu'il allait avoir un troisième enfant. Étant donné qu'il était en couple avec cette jeune fille, je me suis dit que forcément, moi je les appelle les bébés mamans. Donc la bébé maman 3 avait avorté, quoi. Je pensais vraiment qu'elle avait avorté parce que dans ma tête, je me disais, mais il peut pas être en couple avec une fille et cette fille, elle accepte le fait que il est déjà 2 enfants et qu'il aura un troisième enfant. Donc moi, dans ma tête, je me disais que bon, la baby maman 3 a dû avorter. Donc, passe cette période-là, il sort de l'hôpital au bout d'une semaine et demie. Il est en convalescence. Il me demande si je peux venir. Donc, moi aussi, j'y vais tête baissée, j'y vais. Il me dit qu'il me remercie. Il me dit que je l'ai manqué, etc. Patati patata. Que il veut qu'on revienne, qu'on se retrouve. Plein de belles paroles dans lesquelles que je tombe encore peut-être la première dedans. On s'est remis ensemble 2 mois après ce qui s'était passé en mars, donc vers mai. Ben, c'était au moment de l'anniversaire de notre enfant. On se remet ensemble et tout. Et moi, dans ma tête, ben, il n'y avait pas de baby maman 3 en fait. Je sais pas, j'avais zappé cette histoire, vraiment. Mais sincèrement, je l'ai zappé. Et on était là, et puis c'est bon, là, cette fois-ci, on va se fiancer, etc. Et moi, j'étais contente. Je me dis, vas-y, je l'ai retrouvé. Pour moi, c'était un peu, à chaque fois, je me positionnais un peu comme chez nous, on dit les mères à palais, c'est que moi, je suis là. Dans tous les cas, il peut aller ailleurs, mais il va toujours revenir vers moi. Et moi, c'est ce qui me faisait du bien en soi. C'est ce qui me faisait vraiment du bien de me dire que il peut partir de gauche à droite, mais il va toujours revenir à moi. On arrive en août et là, il m'appelle, il me dit, bon, elle vient d'accoucher. Je dis, mais comment ça, qui a accouché? Il me dit, ben, la fille et tout. Je dis, mais comment ça, elle a accouché? Et je dis, mais cette fille-là, c'est qui, en fait? Et finalement, c'est là que je me rends compte que la fille, c'est la fille avec cette fille-là, la bébé maman 3, c'est la fille avec qui il était dans la voiture, là, quand il avait eu le Covid. Mais c'est surtout la fille avec qui il m'avait trompé
l'année dernière, au mois d'août. C'est la fille qui m'avait envoyé un message sur Instagram pour me demander qu'est-ce que je faisais avec son mec. Et moi, tout ça, je savais pas. Tout ça, je savais pas. C'était la baby maman 3. En fait, j'étais déjà dedans et je me disais, mais en fait, je savais pas vraiment je savais pas ce que j'allais faire. Tout le monde autour de moi, enfin, les seules personnes qui étaient au courant me conseillaient vraiment de partir. Me disaient que ça sert à rien ce que tu fais, qu'il est avec toi juste parce que justement, toi, tu es là. C'est tout. Qui n'avait pas d'amour pour moi, qui n'avait aucun intérêt, enfin, enfin, le seul intérêt qu'il avait d'être avec moi, c'était un peu de redorer son image parce que finalement, on allait voir qu'il avait eu 3 enfants avec 3 mamans différentes entre 2017 et 2019. Et on va dire que moi, j'allais un peu être la vitrine de notre couple et qui allait faire qu'aujourd'hui, il pouvait avoir malgré tout une belle image de lui en soit. Et moi, il me parlait de fiançailles, il me parlait de tout ça et je me disais, mais peut-être que finalement, il m'aime vraiment, il veut vraiment être avec moi et, euh, et je suis restée. Ça, c'était en août, du coup, 2020. Je suis restée en couple avec lui et il était très doux, ouais, il était très doux avec moi, assez gentil. Il avait retrouvé, entre guillemets, non, il a retrouvé on va dire une aisance financière. Bon, il n'est pas riche non plus, mais une aisance financière par rapport à la crise financière qu'il avait pu connaître. Et puis, on était ensemble, là, c'était en septembre. Il commence à parler de fiançailles. Il en parlait à sa famille, à ses cousines. Il m'en a pas vraiment parlé à moi. Il me demandait juste qu'est-ce que tu t'en penses quoi de faire les choses bien cette fois-ci? On va se fiancer, etc. Donc, ses cousines devaient me voir en me disant, voilà, cette fois-ci, à faire les choses bien, t'inquiète et tout. Et moi, j'étais assez partagée, j'étais assez mitigée. C'est-à-dire que mon cœur voulait, mais je pense que je me rendais pas compte des traumatismes qu'il avait créés en moi, en soit. C'est que je savais que c'était pas une bonne personne pour moi, en tout cas. Je savais que cet homme-là n'était pas une bonne personne pour moi parce que tout au long de la relation, au-delà des coups, il y a eu beaucoup d'humiliation, il y a eu beaucoup d'insultes et il m'a vraiment fait perdre toute confiance ou amour et estime que je pouvais avoir. Et il a vu que j'étais une jeune femme de 19, de 22, 23 ans. Je venais à peine de connaître la vie, je venais à peine de connaître les hommes. Le fait que j'ai pu avoir un enfant, c'était déjà très compliqué vis-à-vis de ma famille. J'étais très triste. Euh, j'étais, j'ai quand même eu 2 bonnes amies avec moi, mais voilà, j'étais seule. J'étais seule et il a vu les failles. Et ce qu'il a voulu faire, c'est que quand je suis tombée enceinte, c'est que j'étais vraiment une femme. J'étais une femme, mais j'étais totalement vidée de l'intérieur. Et ce qu'il a voulu faire vraiment de moi, c'est vraiment me façonner un peu à son image. C'est-à-dire que j'étais très modulable. Je devais réfléchir comme il réfléchit. Comme je disais, j'avais peur de m'exprimer ou de m'opposer à lui. Il avait créé en moi vraiment énormément de craintes. Il avait vraiment semé vraiment des mauvaises graines en moi, qui faisaient que finalement, j'étais dans une relation, mais j'étais même pas moi-même. Et je me demandais réellement, est-ce que je peux vraiment continuer à vivre ainsi et surtout avec lui? Mais je me faisais violence. J'étais quand même contente. C'est assez bête parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il revenait vers moi, ça me faisait du bien. Et je me disais, ah, à ce moment-là, il m'aime, c'est bien. Et moi, c'est ce qui me faisait du bien à ce moment-là. C'est de me dire que cet homme-là revient. S'il revient, c'est qu'il m'aime. Or que c'était pas du tout ça. On arrive en octobre où on a eu encore une fois une très grosse dispute. C'était en novembre, excusez-moi, parce que c'était son anniversaire. Très grosse dispute, mais au final, aujourd'hui, je comprends que c'est une dispute qu'il a simulé parce qu'il a fêté son anniversaire avec ses amis. Et dans ses amis également, il y avait plein de filles. Donc, il fêtait ses 30 ans. Donc, il a voulu juste simuler une dispute avant son anniversaire pour pas qu'on puisse le fêter ensemble, tout simplement. Donc, il a simulé vraiment une dispute très bête en me disant que oui,
Je sais pas vraiment ce qui s'était passé, mais il doutait du fait que peut-être je sois sortie avec son frère. Je sais pas d'où venait cette histoire imaginaire que je serais sortie avec son frère. Que quand on était à Noël en 2020, il se souvient que j'étais proche de lui, de son frère, son petit frère en question, etc. Donc, et là, à ce moment-là, il m'a vraiment insulté de tous les noms. Il m'a insulté de tous les noms. Il commençait à dire, je suis sûre que peut-être cet enfant, c'est même pas le mien. Aujourd'hui, je pourrais même pas le savoir parce que même si on fait des tests ADN, t'as peut-être couché avec mon frère, mais on a le même sang. Je vais jamais le savoir, mais t'es qu'une plein. En fait, ça n'avait même pas de sens. Ça n'avait vraiment pas de sens. Et encore une fois, on continue la relation. On arrive en décembre 2000, on est toujours en 2020. Il se fait voler sa voiture. Bon, bref, il me met encore ça sur le dos que c'est de sa faute si aujourd'hui on a volé sa voiture parce que euh, en fait, j'étais censée être chez lui, mais finalement, j'étais pas partie. Bon, bref, il a trouvé plein d'excuses. Et à ce moment-là, il commençait encore tout au long de nos relations, il me comparait souvent avec ses ex que telle personne, elle aurait jamais fait ceci, elle serait comportée ainsi, que je l'ai pas assez soutenue, etc. Me reprochait le fait que pendant qu'il était dans sa crise financière, il m'avait demandé de prendre un crédit pour lui, pour qu'il puisse épurer sa dette, et il m'avait promis du coup qu'il allait me rembourser. La demande de crédit, je l'ai faite. Il m'a demandé 10 000 euros. Je l'ai faite, mais je ne l'ai pas finalisée. C'est-à-dire que finalement, ce crédit-là, je ne l'ai pas pris. Ça, je suis très contente et très heureuse de ne pas l'avoir fait. Et à ce moment-là, il continue à m'insulter et j'appelle ma meilleure amie et elle me dit, à un moment donné, là, tu ne peux pas continuer. Cet homme-là ne t'aime pas. Il te fait croire qu'il t'aime, il joue avec toi, il joue avec tes sentiments, mais finalement, il ne t'aime pas. Tu restes la mère de son enfant, mais elle me disait pas quitte-le, mais elle me faisait comprendre que ça sert à rien. Et elle m'a dit, tu sais ce que tu vas faire à ce moment-là, ne le calcule plus. Ne le calcule pas. Et tu verras si il va revenir vers toi. Donc, j'ai décidé de ne pas le calculer. Et pour vous dire, aujourd'hui, on est en 2023. J'ai arrêté de le calculer en février 2021. En fait, on s'est quitté comme ça. Juste, on ne sait plus parler, sachant qu'on a un enfant ensemble et tout. On ne sait tout simplement plus parler. On s'est rien dit, on n'a jamais eu de discussion depuis on s'est quitté. Il est revenu vers moi fin d'année, en septembre 2021. C'est-à-dire que pendant, allez, facile 6, 7 mois, il n'avait aucune nouvelle de moi, ni de ma fille. Il avait aucune nouvelle de nous. Et un jour, il m'a juste envoyé un message pour me dire que est-ce que c'est possible qu'on puisse faire la garde partagée, etc. Donc c'est comme ça que notre histoire s'est finie sans aucune explication, sans aucune discussion. Et je savais du coup qu'il était en couple du coup avec la baby maman 3 parce que j'avais eu des échos. Mais au-delà des échos, cette fille-là, c'est des trucs très bêtes, mais avait créé un faux compte. Et en plus, j'ai toujours les captures. Elle a créé un faux compte sur lequel elle a mis en photo de profil euh, elle, lui et leur enfant. En fait, elle voulait que je sache et que je voie qu'ils sont ensemble. Donc, à l'heure actuelle, ils sont toujours aussi encore ensemble. Moi, je sais tous les bonheurs du monde. Je me suis retirée de ce, de cet amour-là, de cet homme-là, et je suis très contente. Mais voilà, aujourd'hui, notre histoire s'est finie ainsi, sans aucune explication, sans aucune, il s'est jamais excusé de ce qu'il a pu faire. Et puis voilà. Là, aujourd'hui, lorsque je suis sortie de cette relation, j'essaye de prendre du recul et, euh, et pour moi, en fait, je me dis que je ne sais même pas si j'ai, déjà, je ne sais même pas ce que c'est réellement l'amour parce que je pense pas l'avoir rencontré. En tout cas, je sais que c'est pas ce que j'ai vécu avec cette personne-là. Et aujourd'hui, est-ce que j'y crois? Oui. Mais pour moi, en fait, l'amour, ça reste un sentiment très éphémère et que du jour au lendemain, vraiment, euh,
comme on dit, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Et ça, j'y crois totalement. Et l'amour, moi, en tout cas, me fait peur parce que c'est pas un sentiment déjà qu'on contrôle. Moi, je suis quelqu'un qui aime contrôler les choses. Donc, du coup, j'ai du mal à me laisser totalement aller. Et du coup, j'ai du mal un peu avec ce sentiment, le sentiment, en tout cas, pas de l'amour, mais plutôt le sentiment amoureux. J'ai du mal à me laisser totalement aller parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal. J'ai tenté une fois, je sais pas, je tenterai encore une seconde fois. Pour l'instant, je suis pas encore prête. En tout cas, le véritable amour, je n'ai pas connu. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent vos ressentis par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove-podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire devrait être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous sur Instagram. Merci.